Je suis aujourd'hui avec Alex de Conto. Salut, enchanté. Et on fait une vidéo qui sort un peu du cadre classique des cours qu'on a sur Live Mentor. On va pas parler de marketing digital, on va pas parler de pub Facebook, on va pas parler de création de site web. On va parler de la galère administrative horrible quand on crée une boîte en France, que ce soit un site e-commerce, que ce soit un lancement en freelance, que ce soit un lancement d'un commerce local. Moi personnellement ça a été personnellement un enfer, c'est-à-dire que quand on a créé Live Mentor, on ne savait pas quelle forme juridique choisir. J'ai signé le premier pacte d'associés, donc le pacte qu'on signe avec d'autres personnes, enfin, les cofondateurs de la boîte. Je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Je me rappelle des premiers rendez-vous à la BNP où je ne comprenais pas pourquoi on payait 50 € par mois pour une carte bleue, là où ma carte bleue perso coûtait beaucoup moins. Toi, tu connais 1000 fois mieux le sujet que moi. Quel constat tu fais sur l'enfer administratif en France? Pourquoi est-ce que c'est aussi dur? Ou est-ce que c'est ma vision qui est biaisée? Alors, je pense que c'est malheureusement pas biaisé. C'était très dur en tout cas. On entend souvent autour de soi me lancer en tant que freelance, me mettre à mon compte, ah non jamais, c'est un enfer, il y a le RSI, et d'autres gens qui disent ah non mais moi franchement lancer une boîte en France jamais, monter un truc quelque part oui mais en France non, etc. Tu vois les vidéos sur internet des types qui deviennent fous avec le RSI et qui vont dans les locaux du RSI avec enfin, pas des armes mais en étant très énervés en tout cas. Exactement, alors tout ça c'est heureusement un peu en train de changer et on espère que ça va même beaucoup changer pour deux principales raisons. La première c'est que d'un point de vue j'allais dire politique ou administratif, les choses sont en train de changer. Le gouvernement a annoncé par exemple la fin du modèle du RSI pour l'année prochaine, l'année 2018. Il y a donc pas mal de changements qui sont en vue d'un point de vue, encore une fois, légal et administratif. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de services, beaucoup d'entreprises qui se créent justement pour faciliter la vie des autres entreprises. Et c'est ce que tu as fait toi? Et c'est entre autres ce qu'on a fait donc, par exemple avec Conto pour adresser la partie bancaire et les problèmes qu'ont les petites entreprises dans leur gestion quotidienne de leurs finances. Mais il y a effectivement beaucoup d'autres services aussi, que ce soit pour les ressources humaines, pour l'assurance, pour des bureaux, des locaux, etc., etc. Donc il y a tout un tas de services qui font du B2B, comme on dit, donc qui s'adressent eux-mêmes aux entreprises. Et tout ça fait que ça facilite quand même la vie quand on se lance à son compte, soit en tant que freelance, soit quand on crée une entreprise. Alors si on prend toutes les étapes de la création d'une entreprise, par quoi il faut commencer? Les étapes juridiques et administratives. Alors effectivement, la première étape quand on veut se lancer à son compte ou quand on veut créer une activité professionnelle, c'est de savoir quelle est la forme juridique qu'on va prendre, qu'on va choisir. C'est là où tu arrives sur l'énorme liste EURL, SAS, SARL. Moi je ne savais pas du tout comment choisir d'ailleurs. Exactement, alors pour faire très simple, il y a deux grandes familles d'entreprises. Il y a les entreprises individuelles et les entreprises, les formes individuelles et les formes physiques qui sont des sociétés. Donc quand on a une entreprise individuelle, c'est en fait une micro-entreprise, c'est l'ex ou l'ancien régime qui s'appelait auto-entrepreneur, donc qui maintenant s'appelle micro-entreprise, et une deuxième forme qui s'appelle les entreprises individuelles, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, et donc c'est EIIRL. Et donc là, ces deux types de structures font que c'est très simple de créer son statut, de se lancer. Il y a un régime simplifié pour la partie sociale et la partie TVA, donc ça facilite la gestion au quotidien. Il y a évidemment le revers de la médaille, c'est que c'est limité, en tout cas c'est plafonné à un certain chiffre d'affaires. Donc typiquement quand on est micro-entrepreneur dans une société de service, c'était limité à 32 000 €, alors ça va augmenter en 2018, ça va doubler à peu près en 2018, mais il va quand même y avoir des petites complexités en plus, notamment pour la partie TVA, si on dépasse ce plafond-là. Mais disons que c'est quand même plus simple si on est une petite activité et qu'on démarre. Alors parce qu'on voit déjà que rien qu'en 30 secondes, la complexité du système est quand même, moi en tout cas pour moi, moi je me tends dès que j'entends des termes juridiques ou administratifs. Mais là, ce que tu dis, c'est que la première option, c'est la forme individuelle. Ouais. Dans cette forme individuelle, c'est je suis seul à créer ma boîte. Donc je suis freelance. Les freelances, ils sont dans la forme individuelle. Tous les freelances, ils sont en forme individuelle. Non, alors en fait,
Justement, c'est un point important. Freelance, c'est juste une activité qui dit qu'en gros, on est indépendant, on est à son compte. Et en fait, pour être indépendant, pour être à son compte, il y a deux possibilités. Soit on est dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit on est dans le cadre d'une entreprise qui est une forme sociétale. Et donc, entreprise individuelle, on est soit micro-entrepreneur, soit EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et les formes sociétales, il y a par exemple la SARL dans sa déclinaison unipersonnelle qui s'appelle la EURL, ou la SAS, la Société par Action Simplifiée, dans sa forme unipersonnelle qui s'appelle la SASU. Et donc, pour faire très simple, si on est en forme individuelle, on a c'est plus facile pour se lancer, on n'a pas à déposer de capital social, on n'a pas à écrire des statuts, etc. Tout est pré-mâché, pré-formaté, mais la contrainte, c'est qu'il y a une confusion entre le patrimoine personnel et le patrimoine de la société. Donc, si l'activité se développe fortement, ça peut avoir des implications importantes sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Et il y a aussi des limites, des seuils, etc., qu'il n'y a pas du tout dans les formes sociétales. Donc si on a une société, si on a une SASU ou une URL, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel sont complètement distincts. On peut d'ailleurs dans une SAS être salarié de sa SAS. Donc voilà, il y a pas mal de, j'allais dire, de petits détails techniques, mais la grosse différence, c'est en gros l'envergure, l'ambition qu'on a pour son activité, et la distinction ou pas des patrimoines personnels et professionnels. Super clair. Donc en gros, si je sais que je veux garder un business à mon échelle, que je ne veux pas forcément embaucher 15 personnes, et si je fais attention à ne pas m'endetter, autant rester sur la forme individuelle. Ça c'est vrai si on a, j'allais dire, un chiffre d'affaires qu'on prévoit qui va être de l'ordre de 30 000 € maximum. Donc c'est à la fois pas mal si c'est un complément de revenu par exemple, mais si c'est une activité principale et qu'on réussit, on peut souvent être au-dessus de ce seuil. Dans ce cas-là, on a quand même intérêt à être dans une forme sociétale, donc SAS ou SARL. Et toi, qu'est-ce que tu recommanderais? Tu recommanderais aux gens de bien se poser la question dès le démarrage ou de se lancer quitte à changer de forme juridique au fil du temps? C'est un peu, j'allais dire, une question personnelle, et donc chacun aura, j'allais dire, l'ambition, une ambition propre, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu compliqué de changer de statut pour plein de raisons. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire, surtout quand l'activité est lancée, etc. Je pense que si c'est une activité complémentaire, donc typiquement, si on est, je sais pas, on est chauffeur VTC par exemple le week-end, mais que la semaine on a une autre occupation et que c'est un complément de revenu, dans ce cas-là, un régime micro-entrepreneur sera tout à fait adapté. Si c'est une activité professionnelle à plein temps, je pense que c'est plus raisonnable de choisir une forme sociétale avec l'objectif de vraiment décoller et avoir un chiffre d'affaires et j'allais dire une comptabilité, etc. et des outils qui sont vraiment adaptés à une activité principale. D'autant plus que avec les SAS, donc les sociétés par action simplifiée, le capital social nécessaire pour démarrer est de 1 €. Donc il n'y a même pas de voilà, c'est juste il faut écrire les statuts, etc. Donc administrativement, ça rajoute un tout petit peu de travail, mais en termes de fonds à apporter, il n'y a pas de différence, puisque le 1 €, c'est pas ça qui arrête les gens, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut m'aider pour écrire mes statuts, par exemple, si je décide d'aller sur cette forme juridique? Alors, pour les formes juridiques, donc, si vous avez encore d'autres questions ou d'autres interrogations, il y a pas mal de services en ligne qui peuvent aider pour justement bien avoir les avantages et inconvénients des différentes formes. Il y a par exemple un service qui s'appelle Legal Start qui permet d'avoir tout ça en ligne et qui va, si vous choisissez une forme sociétale, va pouvoir vous aider en vous posant des questions type QCM, pouvoir vous aider à faire les statuts pour votre société. Alors d'ailleurs, je l'ai testé hier, je trouvais ça plutôt pas mal pour créer donc une micro-entreprise. Et je me suis rendu compte que vous étiez partenaire, et donc au moment où je crée ma forme juridique sur Legal Start, je peux assez facilement arriver sur la deuxième étape, dont on va parler maintenant, qui est, une fois que j'ai ma forme juridique, je dois avoir un compte bancaire, et ce compte bancaire, je peux l'avoir chez Conto, totalement en ligne, sans jamais devoir me rendre dans une banque.
sans jamais devoir envoyer des papiers, je sais que quand on avait créé le compte à la BNP, il fallait envoyer des papiers et il fallait mettre un accusé de réception et surtout il fallait recevoir un code par la poste chez toi. Et alors moi, c'était une situation très particulière, mais j'avais créé la boîte en étant encore étudiant, donc je l'avais domicilié chez ma mère, parce que je savais que moi, mon studio d'étudiant, il allait bouger, donc du coup tous les papiers arrivaient chez ma mère, c'est ma mère qui recevait le courrier, du coup il y avait des pertes de courrier, et ça c'est des situations très, ça peut sembler très bête, mais c'est très courant dans la vie de l'entrepreneur, cette galère au moment de créer le compte bancaire. Bien sûr, ouais. Alors effectivement, donc on a effectivement annoncé un partenariat il y a quelques semaines maintenant avec Legal Start, qui permet à des entrepreneurs qui se lancent de faire toute la partie administrative, juridique, donc rédaction notamment des statuts, sur Legal Start, et ensuite, quand ils vont devoir déposer leur capital, ce qui est nécessaire quand on a une forme donc SAS ou SARL, là ils vont pouvoir le faire avec nous directement 100% en ligne, puisqu'on s'est intégré avec Legal Start. Et comme tu disais tout à fait justement, ils vont pouvoir donc ouvrir leur compte professionnel sans se déplacer, sans envoyer de documents par la poste, etc. Puisque tout se fait en ligne avec Conto. J'ai une carte bancaire avec Conto? Tout à fait, donc il y a compte et carte, et puis tout un tas d'outils qui simplifient. Qu'est-ce que j'ai comme outil? Toute une partie gestion des dépenses et un module qu'on pourrait appeler note de frais, qui permet pour chaque dépense d'ajouter un justificatif, le montant de TVA qui va être précalculé par Conto et qui permet donc ensuite de faciliter toute la partie déclaration de TVA, etc. Qui peut être mensuel ou trimestriel. Exactement. Donc oui, moi ce qui me rend toujours un peu fou dans le système actuel, c'est qu'on te propose des choix comme déclarer de manière mensuelle ou déclarer de manière trimestrielle tes charges, mais tu n'as pas du tout l'information nécessaire pour choisir. Est-ce que toi, tu as décidé avec Conto, au-delà de l'outil que vous proposez, d'essayer d'assurer un suivi qualitatif, ce qui est pas, et surtout supérieur à ce que font les banques traditionnelles, ce qui ne doit pas être très difficile? Non, effectivement, c'est pas très difficile et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Conto. Ce qu'on fait avec Conto, c'est qu'on a des outils les plus simples, les plus fluides possibles. C'est pour ça qu'on a depuis quelques mois déjà des milliers d'utilisateurs qui nous ont rejoints. Et si jamais ils ont des questions, que ce soit sur nos outils ou j'allais dire plus généralement sur le système bancaire ou les outils bancaires, on a une équipe extrêmement réactive et j'allais dire sympathique, ce qui change un peu malheureusement des relations qu'on peut parfois avoir avec ces conseillers bancaires, et qui donc répondent de manière très rapide à toutes les questions que nos clients peuvent avoir, encore une fois sur Conto ou plus généralement sur des outils ou des process bancaires. Tu fais le support par email? Parce que je sais que la Société Générale ne le fait pas. Par email, réseaux sociaux, type Facebook, Twitter, etc. Et aussi par téléphone pour certains sujets. Il y a un autre sujet, c'est peut-être pas le cœur de la vidéo, mais que j'ai appris récemment et que je trouve montre à quel point les banques traditionnelles sont pas en phase avec les entrepreneurs. Bon, je vais pas les citer parce que ça serait vraiment un démontage en règle, mais il y a une banque que tout le monde connaît qui se vend comme la banque des startups. J'ai appris très récemment qu'un ami à moi qui a créé une première boîte dont il a déposé le bilan sans dette, hein. La boîte ne fonctionnait pas, mais ils ont juste arrêté l'activité. Il est revenu 6 mois plus tard voir la banque avec une nouvelle activité pour pouvoir créer un compte, juste un compte bancaire pro, pas pour faire un prêt. Et ils lui ont complètement refusé cette création de compte en lui disant bah non, vous avez déjà tenté une boîte, ça n'a pas marché, donc basta. Je suis ravi de ton anecdote parce que déjà ça veut dire que ton ami va pouvoir être un nouveau client de Conto. Et deuxièmement parce que dans le cas général, nous on n'a pas de contraintes, on n'impose pas de contraintes sur l'historique bancaire des entrepreneurs qui viennent chez nous. Ça c'est lié, j'allais dire, à la fois à notre philosophie, puisque on s'adresse à tous les entrepreneurs, et aussi un point de vue, un point technique important qui est que les comptes Conto ne peuvent pas être débiteurs, puisqu'on est sous la réglementation des établissements de paiement, donc il n'y a pas de risque de crédit, et ça veut dire que de ce point de vue-là, on peut faire confiance à tous les entrepreneurs qui viennent chez nous, et voilà, ils peuvent dépenser l'argent qu'ils ont sur leur compte, mais pas plus, et du coup c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi d'être ouvert, j'allais dire, à tous les entrepreneurs. Ok, très clair. Donc ça c'est la partie
je crée mon compte en banque Exactement. et je peux le faire effectivement avec Conto et m'éviter quelques prises de tête. Exactement. L'étape qui vient juste après, pour quelqu'un qui lance son projet, c'est quoi? Une fois qu'il a une forme juridique et un compte en banque. Bah après, c'est, j'allais dire, la vie classique de l'entreprise qui démarre avec une partie développement du produit ou du service que l'entreprise va rendre ou va créer, la recherche de clients, etc., etc. Et puis malheureusement, assez rapidement, j'allais dire, les contraintes administratives reprennent le dessus parce qu'il faut gérer sa comptabilité, déclarer sa TVA, etc., des choses qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure. Et donc là, échanger avec son expert comptable, etc. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on sait qui est très douloureux, ou painful comme on dit souvent, avec des banques traditionnelles, et que nous, on a essayé de fluidifier avec Conto. Donc typiquement avec Conto, on va pouvoir prendre en photo un reçu au moment où on paye quelque chose dans un restaurant, dans un taxi, etc. Au moment où on fait ça, c'est attaché, joint à la transaction qu'on vient de faire par carte. Et ensuite, on a donc au même endroit toutes les transactions paiement, les justificatifs, et on peut donner un accès lecture seule, typiquement, à son expert comptable qui pourra tout retrouver. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on fait tout en un, c'est-à-dire qu'au moment où on paye quelque chose dans un taxi, on prend la photo du justificatif. Au même moment, le comptable peut y avoir accès avec un accès partagé. Et donc, on n'a pas de journée en fin de mois ou en fin de semaine à reprendre sous ses justificatifs, à faire sa comptabilité, etc. Tout se fait de manière automatisée au fil de l'eau. Et ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Et donc, aux entrepreneurs qui sont typiquement nos clients, de se focaliser sur leur activité, leur business, la recherche de nouveaux clients, etc. Donc, des vraies choses importantes pour eux. Ouais, non, on connaît tous cette situation où à la fin du mois, tu t'enfermes pendant 2 jours face à une énorme pile de papier et de classeurs. Et la fameuse boîte à chaussures en général avec tous les justificatifs. Et tu vas sur le compte de ta banque et tu tires les relevés. Et après, tu te rends compte que tu ne peux tirer les relevés que sur les 6 derniers mois et pas sur les mois d'avant. Exactement. Ce qui m'a toujours émerveillé. Exactement. Ça, c'est effectivement tout à fait un point sur lequel on a énormément de commentaires positifs, alors que ça paraît vraiment très simple. Mais c'est que nous, on a un historique illimité dans Conto. Et donc, avec une barre de recherche un peu à la Gmail. Et donc, tu cherches dans Gmail, dans la barre de recherche Conto, tu cherches Starbucks ou Monoprix, quel que soit le marchand ou la dépense ou la date, et puis tu vas avoir toutes tes transactions depuis la nuit des temps pour ce marchand. Donc ça permet évidemment très rapidement de retrouver une dépense qu'on a faite, la facture d'un client, d'un fournisseur, etc. et de gagner beaucoup de temps. Alors pour finir sur une note plus propre à ton parcours, c'est vrai que moi par exemple, je l'ai dit pas mal de fois, c'est le sujet que je déteste faire. Toi, tu avais déjà créé une boîte avant. Ouais. À quel moment tu t'es dit, la prochaine, je vais me plonger à fond dans la compta, dans la banque, dans tout ce que les gens n'aiment pas. Moi, je vais y aller et je vais y passer des années pour créer un système plus sympa. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce point? En fait, c'est paradoxal, mais j'ai jamais pensé vraiment à le faire. En revanche, pendant les 2 ans et demi où on a créé, géré et ensuite cédé notre précédente boîte, avec mon associé Steve, on se disait tous les jours, ou en tout cas très fréquemment, c'est vraiment une galère notre banque, c'est vraiment une galère ces outils, c'est vraiment une galère, etc. Donc on s'est jamais dit qu'on allait faire quelque chose, mais on a toujours eu c'est vraiment une galère. Et puis le jour où notre précédente boîte a été rachetée, on s'est dit maintenant on est libre, entre guillemets, on peut se relancer dans un nouveau projet. Notre équipe avait bien fonctionné, donc on voulait faire quelque chose ensemble. Et puis on s'est dit, alors qu'est-ce qui serait vraiment génial de faire et de créer? Et puis on a pensé, j'allais dire, assez naturellement aux galères qu'on avait eues nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. La banque, malheureusement, entre guillemets, est revenue assez souvent dans cette liste, dans cette discussion. Et donc on s'est dit, voilà, en fait, c'est ça qu'on va faire. Ça a été une très grosse galère. Et donc on va transformer cette galère, on va dire, en opportunité ou en idée de nouveaux services à proposer. Et c'est comme ça qu'on a lancé Conto. Donc, comme on le disait un peu en introduction, je pense que le contexte réglementaire et politique fait que ça va être plus simple, plus, j'allais dire, facile
et moins prise de tête de lancer son activité soit en tant que freelance, soit même sa société en 2018. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis comme je le disais aussi en introduction, en plus de ce contexte réglementaire qui va être plus propice, il y a tout un tas de services qui vont faciliter aussi la vie des entrepreneurs qui se lancent. On peut par exemple citer Alan pour la partie mutuelle, donc assurance santé. Il y a des services comme WeMind qui s'adressent aux freelances, qui leur permettent d'avoir des services qui en général sont réservés aux salariés. La protection sociale, WeMind, c'est la protection sociale. Et aussi pour toute la partie, par exemple, pour trouver un logement, etc., pour avoir les garanties qu'il faut, etc., ou des avantages qu'il y a normalement dans les comités d'entreprise, etc., donc de rendre accessible à des entrepreneurs qui sont en freelance, des choses qui en général étaient réservées aux salariés. Il y a aussi des entreprises comme Malte ou Comet qui permettent à des freelances de trouver des missions, de trouver du travail. Et quand on se lance à son compte, c'est sympa d'être à son compte, mais c'est bien aussi d'avoir des clients. Donc voilà, donc il y a tout un tas de services qui s'adressent aux freelances et qui leur facilitent la vie. Et puis évidemment Conto dont on a un peu parlé. Ouais, non, je pense qu'en plus on peut conclure aussi en disant que quand tu regardes toute la presse sur l'entrepreneuriat en France, on se trompe souvent de débat, je pense. On parle beaucoup du montant des impôts, on parle beaucoup des taxes, alors qu'en fait, moi, déjà moi c'est mon avis perso, mais quand je parle aux élèves que j'ai sur l'Alimenteur, à aucun moment c'est le montant des taxes ou le montant des impôts qui pose un problème. Ils ne sont pas du tout en train de se dire toute la journée l'État me prend tout mon argent, ça vaut pas la peine de créer une entreprise. Non, 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 au contraire, je connais énormément de gens, et, moi en tout cas j'en fais partie, qui considèrent qu'il n'y a aucun problème avec ça, et au contraire ça permet de construire le pays, etc. Mais par contre, il y a un vrai problème de complexité administrative, de simplement je conduis ma boîte et je ne sais pas à quel moment les deadlines vont tomber dans l'année. Je ne sais pas exactement ce qu'on va me demander et quand on va me le demander, et tous les services que tu as mentionnés permettent d'aller dans le bon sens. Merci pour ton temps. Je t'en prie, merci à toi.